Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Mesdames, Messieurs et mes chers collègues présents, il y a un cauchemar dans la vie d'un scientifique, c'est d'arriver à un meeting ou une réunion en ayant oublié son ordinateur et ne pas pouvoir faire sa présentation. Et un pire cauchemar, c'est d'arriver à un meeting ou un cours ou un enseignement avec son ordinateur, mais en oubliant la connexion. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ça vous dit un peu le niveau de stress. Heureusement, grâce à des collègues sur le campus, on a pu réparer ça sans trop de dommages et on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, la séquence, si je puis dire, de cette leçon, de cet enseignement, va être double comme d'habitude. Je vous avais présenté ça la semaine dernière. D'abord, je vais vous donner un cours relativement général, une présentation relativement générale sur le processus de symbiose et en particulier essayer d'extraire des modèles qui vont vous permettre de comprendre, je l'espère, et de prendre un petit peu de recul et de perspective sur ces processus symbiotiques entre bactéries et hôtes animales. L'idée est bien entendu d'aller à des modèles entre guillemets relativement simples et la réflexion qui se développera ultérieurement dans les autres leçons sera de voir ce qu'on peut tirer de ce que la nature a trouvé dans ces modèles de symbiose relativement simples si je puis dire, recycler dans des modèles plus complexes d'interaction comme celle d'une flore microbienne, intestinale, cutanée, buccale par exemple avec l'hôte mammifère. Donc ça, c'est la première partie, et la deuxième partie sera sous forme d'un séminaire qui va être fait par quelqu'un que j'ai déjà présenté, je pense largement la semaine dernière, qui est Bruno Lemaître de l'EPFL à Lausanne, qui vous présentera de façon beaucoup plus précise, et c'est à ça que répond d'ailleurs le thème des séminaires, son travail sur la génétique de la drosophile en rapport avec l'immunité innée, vue à la fois sous l'angle de la tolérance des micro-organismes et de la réponse aux agents pathogènes. Vous verrez, c'est un travail tout à fait exceptionnel. Donc j'ai appelé ce cours « Histoire de symbiose » au pluriel pour histoire et au pluriel pour symbiose, et vous allez voir pour quelles raisons. Pour revenir très très rapidement à un angle un tout petit peu historique de la situation, le terme de symbiose, qui est un terme qui est assez généralement utilisé pour beaucoup de situations, dans ce qui nous concerne très précisément, c'est-à-dire l'interaction entre des micro-organismes et des hôtes, plus ou moins complexes, a été, je crois, introduit pour la première fois par un scientifique allemand, Anton du Barry, au milieu du XIXe siècle. Ça a été Anton du Barry, on en parle peu, je pense qu'il est assez peu connu, le créateur de la discipline de la mycologie, de l'étude des champignons, en particulier dans le domaine entomopathogène, et il est reconnu comme probablement un des précurseurs, un des pionniers de l'étude de la biologie des plantes. Et il avait donc, sur la base, puisqu'à l'époque le rôle des bactéries dans les maladies n'était pas encore très bien connu, puis les bactéries étaient difficiles à examiner au milieu du XIXe siècle, les champignons étaient plus faciles dans la mesure où ils forment très très rapidement des structures visibles à l'œil nu. Donc il avait conçu cette notion d'une vie commune entre plusieurs espèces, et en l'occurrence, pour ce qui le concernait, entre des champignons et des plantes. Et l'association symbiotique, si maintenant on avance un petit peu dans le temps par rapport aux descriptions originales d'Anton du Barry, elle s'est souvent construite finalement autour de la notion, c'est un peu comme ça qu'on la réfléchit quand on y pense, autour d'un grand partenaire, l'hôte, et de plus petits partenaires appelés les symbiontes. Et ce schéma, il est ce qu'il est, il n'est peut-être pas aussi juste que ça. C'est une vue un petit peu subjective et peut-être un petit peu anthropocentrique des choses, en particulier pour ce qui concerne la symbiose homme-microbe, puisque, on l'a dit plusieurs fois, on l'avait dit l'année dernière, on l'a redit la dernière fois, les microbes dépassent largement l'homme en nombre d'individus, puisqu'on a 10 puissance 14 microbes qui nous habitent, comme vous le savez, alors qu'on n'a que de l'ordre de 10 puissance 12, 10 puissance 13 cellules eucaryotes qui nous constituent.
Donc, en termes de nombre d'individus, en termes de nombre de gènes, d'hologénomes, comme on dit maintenant, les microbes éventuellement symbiotiques qui nous habitent nous dépassent. Et donc, comme je le mets dans la dernière phrase, le plus petit n'est peut-être pas toujours celui qu'on pense. Et ça, c'est sans doute quelque chose qu'il va avoir en tête quand on commence à réfléchir sérieusement à ces aspects. Alors, la symbiose homme-microbe, je vais revenir sur la diapositive suivante sur une espèce de, et vous m'en voudrez pas j'espère, de définition un peu simple de manière à ce qu'on soit tous sur la même longueur d'onde quand on en parle. Ceci dit, en termes très généraux, on utilise le terme de symbionte pour caractériser une variété de bactéries qui établissent une interaction, qui peut être de temps à autre une infection, même si elle se développe à bas bruit, soutenue avec leur hôte au cours de laquelle la colonisation et la multiplication sont contrôlées sans compromettre la vitalité de l'hôte, sinon par définition il n'y aurait bien entendu pas de symbiose. Cette symbiose peut être mutualiste si elle bénéficie aux deux, c'est-à-dire à l'hôte et, dans ce qui nous concerne, au microbe qui va être en interaction avec l'hôte. Et au fil du temps, et quand on dit au fil du temps, c'est sur des millions d'années, certaines de ces interactions ont abouti véritablement à ce qu'on appelle une endosymbiose prolongée, qui est devenue vitale lorsqu'il y a mutualisme pour les deux espèces. Et un exemple extrême est la mitochondrie chez les cellules animales et le chloroplaste chez les plantes, dont on sait très bien maintenant que ce sont finalement des micro-organismes qui, en particulier lorsque l'oxygène est arrivé sur la Terre, ont parasité des cellules, et ces cellules ont trouvé dans ces micro-organismes la possibilité de survivre, et peu à peu s'est établi cet état d'endosymbiose qui est devenu tout à fait indispensable et vital pour les cellules eucaryotes. Alors, commensalisme, je fais juste un break. Bruno, je te remercie infiniment. On a finalement trouvé une connexion sur le site, mais merci avec toutes mes excuses. Le commensalisme, c'est un terme qui, finalement, étymologiquement vient du latin, c'est commensa, c'est on mange à la même table. Donc on a un environnement écologique donné, on a un hôte, on a un microbe, et les deux se nourrissent finalement du même festin, et c'est ça qu'on appelle le commensalisme. Avec le temps, disons que le terme de commensalisme a perdu un petit peu de sa précision et devient un peu le terme générique qu'on utilise lorsqu'il s'agit d'étudier la flore chez un individu. La symbiose consiste, par rapport au commensalisme, en l'existence d'une interaction favorable pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire que le microbe bénéficie de vivre chez l'hôte ou l'hôte bénéficie de la présence du microbe. Et dans les deux cas, on va parler de symbiose. On va parler véritablement de mutualisme lorsque ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la relation s'est établie de façon tellement étroite et indispensable que le micro-organisme va bénéficier de la présence de l'hôte et que l'hôte va bénéficier dans cet environnement de la présence du micro-organisme, bien entendu le plus souvent en interaction étroite. Donc voilà un peu pour situer les définitions et ne pas introduire trop d'ambiguïté dans tout cela. Alors si on regarde le nombre de publications dans le domaine de la symbiose, c'est assez intéressant parce que vous prenez cette courbe, elle est totalement exponentielle et les choses s'accélèrent depuis les années 90. C'est-à-dire qu'en l'étude de l'interaction entre les microbes et l'hôte ont été dominées à partir de, disons, la fin des années 60 par l'étude des pathogènes et de la relation qui va amener un micro-organisme à créer des lésions chez l'hôte et l'hôte à se défendre contre ce pathogène. Et tout ce qui concerne finalement ces relations symbiotiques qui globalement peuvent être considérées comme des relations favorables entre l'hôte et sa flore microbienne sont restées un petit peu de côté et on assiste à l'heure actuelle effectivement à une explosion de ce type de recherche pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ayant finalement peut-être épuisé un petit peu les charmes du travail sur la pathogénicité, les scientifiques commencent à s'intéresser un petit peu plus à ce qui est plus globalement les processus d'homéostasie, c'est-à-dire on passe de la maladie à l'homéostase. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sans doute aussi que les outils se sont améliorés dans la mesure où la génétique microbienne, l'étude globale des flores, la génétique possible de certains modèles chez l'hôte ont permis d'étudier cette interface en termes de génétique moléculaire au même titre qu'on avait pu le faire au fil des années, depuis encore une fois les années 60, pour étudier la pathogénicité. Donc il y a un vrai boom, si l'on peut dire, des études de la symbiose qui est reflété par cette diapositive ici sur le nombre des publications.
Alors la diversité des associations symbiotiques, elle touche l'ensemble des phyla qui sont présents sur la Terre, dans le monde du vivant, et comme la semaine dernière, et je mettrai cette présentation sur le site du collège, vous aurez toutes les références bibliographiques, articles originaux et revues qui m'ont paru importantes de vous faire connaître. Donc cette diversité des symbioses, elle peut finalement inclure des associations dans lesquelles les bactéries assurent des fonctions conservées qui sont communes à de nombreux êtres vivants, par exemple aider au processus de digestion, en particulier de polysaccharides complexes, à la mise en place ou éventuellement à la maturation de l'immunité innée. On en a beaucoup parlé déjà la semaine dernière. Donc ça, ce serait un aspect, disons, relativement générique des fonctions symbiotiques et qu'on peut retrouver ou dont on peut retrouver des exemples absolument dans tous les phyla, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes qui sont mentionnés sur cette diapositive. Et puis à côté de ça, ou à l'intérieur de ça, on observe bien entendu des associations qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont des développements très particuliers à certaines connexions entre un hôte et des micro-organismes, qui peuvent éventuellement se limiter à une seule espèce ou un seul genre d'hôte. C'est par exemple, et on en prendra bien entendu en premier dans la démonstration, ce développement, c'est celui de la bioluminescence chez un certain nombre de poissons ou d'éléments plus simples comme le calmar. Vous verrez ça comme exemple de symbiose secondaire, j'y reviendrai. Déjà quasiment sous-entendu dans la précédente diapositive, en fait, on peut dire, en simplifiant un peu les choses, qu'il y a trois grandes classes de modèles de symbiose. Il y a des modèles de consortia complexes, où on se retrouve avec des flores à la fois très nombreuses et très diverses en termes de nombre d'espèces. On a déjà parlé en particulier des flores intestinales chez l'homme, des flores orales, des flores cutanées ou vaginales, et qui vont donc finalement caractériser des animaux supérieurs, des vertébrés, des mammifères, et avec une difficulté expérimentale liée à cette complexité des flores et à la complexité des hôtes eux-mêmes, qui vont souvent amener, en termes expérimentaux, à une simplification. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre ce qu'on appelle des animaux axéniques, de les monocontaminer avec une seule espèce bactérienne et de regarder comment cette seule espèce bactérienne va changer leur comportement dans les divers secteurs dont on a déjà parlé rapidement, quitte à ensuite complexifier entre guillemets les choses, même si le terme n'est pas très joli, en ajoutant un autre micro-organisme ou en ajoutant une population bactérienne contrôlée et ainsi de suite. Donc il y a une proximité par rapport à nos problématiques, bien entendu, dans ce type d'espèces, mais il y a aussi une complexité liée à la diversité de ces flores et à la difficulté de faire de la génétique très simple et très rapide chez ces organismes supérieurs. On a des consortia qu'on peut appeler naturels simples, j'ai mis volontairement simple entre guillemets, ce qui concerne en particulier les insectes, et vous entendrez la présentation de Bruno tout à l'heure. Quelques espèces, une dizaine, une vingtaine d'espèces bactériennes, ce qui n'est déjà pas simple en fait, mais néanmoins permet, grâce à la possibilité de travailler sur, là aussi, éventuellement des animaux axéniques, d'avoir la disponibilité de l'approche génétique chez la drosophile, de pouvoir sélectionner une espèce bactérienne et là aussi, sur le plan génétique, la travailler, d'avoir une approche peut-être quand même beaucoup plus directe que la complexité qui est générée dans la classe précédente. Et puis on a des vraies interactions binaires, c'est-à-dire au niveau de l'interface entre un hôte, et encore une fois on reviendra sur le modèle du calmar et Vibrios fiskeri, et quelque chose de vraiment spécifique qui est important pour la survie de l'espèce, mais qui se joue simplement un pour un, le micro-organisme et son hôte. Alors on reviendra au fur et à mesure de ces présentations sur le rôle de ces bactéries symbiotiques qui, encore une fois, sont ubiquitaires dans le monde animal. Elles peuvent affecter le développement des organismes dans un aspect éventuellement global, mais aussi sur des aspects beaucoup plus précis. On a déjà parlé la semaine dernière, par exemple, du développement du système vasculaire dans le tissu digestif, du système immunitaire et de sa mise en place, en particulier de l'immunité muqueuse, la nutrition,
les flores microbiennes chez les mammifères, mais probablement aussi chez des animaux d'autres phyla, participent, ajoutent une touche importante à la nutrition, en particulier en produisant des vitamines ou en hydrolysant des molécules complexes, en particulier des sucres complexes pour lesquels l'hôte n'a pas les enzymes nécessaires. Un rôle important, un impact important sur la reproduction et la spéciation. Un rôle important de barrière, c'est-à-dire que finalement ces micro-organismes commensaux, voire symbiontes, qui colonisent nos surfaces, nous protègent en termes d'accessibilité par rapport à des micro-organismes pathogènes. Et je dois avouer que ces travaux, on ne leur rend pas peut-être suffisamment hommage, ont été pour beaucoup d'entre eux réalisés et conceptualisés dans les années 60 par deux chercheurs français, Ducluseau et Rebaud, à l'INRA. Et puis on en a déjà parlé, tout ce qui concerne l'interface avec l'immunité. Donc vous voyez que le champ est très important. La réalisation de ces interactions et de leur impact est de plus en plus clairement vue par les scientifiques, d'où probablement cette montée exponentielle des publications dont je vous ai parlé antérieurement. Alors, est-ce qu'on peut essayer de caractériser un peu les symbiontes, quitte à rentrer ensuite plus dans certains détails ? Il y a deux paramètres qui sont importants dans la réflexion sur ces processus de symbiose. Il y a l'ancienneté apparente de la codépendance hôte-symbionte et il y a bien entendu l'intensité et l'étendue de cette codépendance, on vient juste d'en parler. Alors il y a deux pôles, et puis tout ce qui peut se situer bien entendu entre ces deux pôles. Il y a le pôle des symbioses anciennes, qu'on appelle des symbioses primaires, où le micro-organisme vit souvent dans ce qu'on appelle en termes génériques un bactériome, c'est-à-dire qu'il s'est créé dans cette interaction symbiotique très ancienne, un organe qui va assurer cette fonction symbiotique qui peut être, on le verra par exemple tout à l'heure, la production de ce phénomène de luminescence qui va permettre aux micro-organismes de survivre dans un certain environnement. Donc le bactérium, c'est un organe véritablement spécialisé au sein de l'hôte et dédié à l'exécution du processus symbiotique. Et puis il y a des symbioses facultatives, ce qu'on appelle les symbioses secondaires, au cours desquelles le symbionte finalement ne vit pas dans un organe spécialisé et n'est pas nécessairement indispensable à la vie de l'hôte. C'est-à-dire que l'hôte peut naître et vivre sans ce micro-organisme dans des conditions probablement essentiellement protégées de laboratoire, mais dans l'environnement naturel dans lequel il va se développer, la présence de ce mécanisme symbiotique va lui permettre de survivre à des prédateurs, à des conditions nutritionnelles insuffisantes ou autres. Donc, ça, ce sont les deux pôles, et puis entre les deux, comme d'habitude dans la nature, vous avez toute une série de possibilités ou de solutions intermédiaires ou de situations intermédiaires qui vont être décrites éventuellement dans les modèles qu'on va voir et puis dans d'autres modèles auxquels vous pourriez être intéressé à la suite de cette présentation. Savoir aussi que plusieurs espèces symbiotiques peuvent coexister chez le même hôte, et plus l'hôte va être complexe, plus les possibilités ou les opportunités de coexistence symbiotique vont exister. Donc, l'étude des bases génétiques, moléculaires et cellulaires du dialogue symbiotique est une nouvelle frontière de la biologie. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et auquel je tiens beaucoup, en particulier par rapport aux jeunes chercheurs qui cherchent éventuellement à se positionner dans ce domaine. Je crois que c'est un domaine qui est extrêmement important et vous verrez par l'intermédiaire de la présentation de Bruno à quel point les choses ont évolué rapidement ces dernières années dans certains modèles. Ce qui est difficile pour nous, moi je le vis personnellement dans ma recherche, étant partie du domaine de la pathogénicité et m'intéressant de plus en plus au domaine symbiotique, c'est cette vision progressive de la complexité du monde de la symbiose et de la difficulté finalement à certains moments dans certains modèles de faire le tri entre ce qui est symbiose et ce qui est pathogénicité. Par exemple, l'infection par une bactérie donnée peut être bénéficiaire dans certaines circonstances pour l'hôte ou délétère dans d'autres circonstances ou chez un autre hôte. Et donc là, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles sinon à mettre en partition sur le plan de l'explication, mais qui montrent qu'en réalité, la marche vers la pathogénicité ou la marche vers la symbiose ne sont ni plus ni moins que des évolutions ou des coévolutions entre l'hôte et les microbes sous pression sélective, qui font que dans certaines conditions, la pression sélective a amené à ce que le micro-organisme soit agressif vis-à-vis de l'hôte, parce qu'il y trouve probablement un avantage en matière de survie et de dissémination, et que dans d'autres exemples de coévolution, cette
modification s'est faite vers cette symbiose progressive, c'est-à-dire finalement vers une pathogénèse pacifiée qui va permettre aux deux de vivre de façon tout à fait correcte. Et ce qui devient très très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde, en particulier dans les processus de symbiose secondaire, mais pas uniquement les outils entre guillemets moléculaires qui sont utilisés par les micro-organismes pour assurer la pathogénicité ou la symbiose, on retombe, par exemple chez les bactéries à gram négatif, sur des outils moléculaires similaires, comme ces appareils de sécrétion de type 3 ou ces appareils de sécrétion de type 4, qui permettent à la bactérie d'injecter dans les cellules de l'hôte des effecteurs moléculaires qui vont changer, perturber des voies de signalisation, et dont on conçoit bien intuitivement que ça peut jouer soit sur la pathogénicité, soit sur les modifications de signalisation cellulaire qui vont être nécessaires au maintien de la symbiose, par exemple, pour que le micro-organisme soit moins reconnu par le système immunitaire, ou ce genre de contraintes, si vous voulez, qui sont loin de résumer les exigences d'un micro-organisme symbiotique. Donc vous voyez que peu à peu, et c'est ce que j'ai essayé de résumer sur la diapositive suivante, on a un peu l'impression d'une espèce de continuum évolutif avec au milieu le commensalisme dans sa vision un petit peu générique, et puis cette progression vers une symbiose qui peut, encore une fois, reposer, que ce soit chez l'animal ou chez les plantes, sur des outils moléculaires très proches des outils moléculaires nécessaires à la pathogénicité, comme ces appareils de sécrétion de type 3 ou de type 4 qu'on va retrouver chez Mesorhizobium dans des interactions avec les plantes, qu'on va retrouver chez Sodalis glossinidus qui assure la symbiose de ce micro-organisme avec la mouche tsetse, ou des appareils de sécrétion de type 4 dans d'autres domaines. Des choses qui sont finalement moléculairement très proches de ce qu'on observe et dont j'avais beaucoup parlé l'année dernière dans l'identité moléculaire des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire des îlots de pathogénicité comprenant en particulier un élément de sécrétion qui va permettre de délivrer des effecteurs moléculaires aux cellules cibles. Et finalement, on pourrait presque penser qu'à un moment ou à un autre dans l'évolution naturelle, on pourrait refermer cette boucle ici. On peut imaginer, par exemple, enfin je prends cet exemple qui sort du chapeau, si je puis dire, sans qu'on ait véritablement d'éléments pour l'étayer, que la marche vers le parasitisme intracellulaire obligatoire qu'on voit avec certains pathogènes humains à l'heure actuelle, les infections par chlamydia, par exemple, dans l'appareil génital ou dans l'œil, ne sont qu'une étape finale avant que la boucle se referme sur éventuellement un processus symbiotique, c'est-à-dire que ce micro-organisme finalement soit de moins en moins reconnu par l'hôte qu'il parasite, qui lui apporte éventuellement de plus en plus d'avantages, et encore une fois la boucle est bouclée, on serait passé de la pathogénicité à la symbiose, et ça sont probablement des éléments sur lesquels il faut réfléchir et pour lesquels il y a sans doute dans des modèles expérimentaux plus simples, des exemples sur lesquels il faudrait essayer de s'informer et essayer de développer. Alors, j'avais parlé de symbiose secondaire et de symbiose primaire, on va parler d'abord des symbiontes secondaires. Les symbiontes secondaires, c'est des symbioses qui sont en règle générale récentes. Alors récentes, on s'entend, hein, c'est des centaines de milliers, voire quelques millions d'années, mais tout ça c'est récent par rapport à l'échelle de la coévolution entre le monde microbien et le monde des eucaryotes multicellulaires. Et elle est généralement facultative, même si elle apporte un avantage sélectif, bien entendu, à l'espèce qui va subir ou exprimer cette symbiose. Ces micro-organismes sont généralement transmis horizontalement, c'est-à-dire acquis en fait essentiellement de l'environnement et pas délivrés verticalement de la mère à l'enfant. L'hôte est naïf donc et viable à la naissance, mais va, comme je viens de le dire rapidement, tirer un avantage sélectif ultérieur à l'établissement de cette symbiose par rapport à ses congénères éventuels qui ne se sont pas engagés dans ce processus symbiotique. C'est-à-dire qu'on va voir peu à peu l'avantage sélectif s'exprimer et une espèce ou les individus d'une espèce en interaction symbiotique prendre le dessus très très rapidement, ou en tout cas plus ou moins rapidement, sur ceux qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas eu l'occasion d'établir cette symbiose. Donc ces effets peuvent se faire sentir à court et à long terme en fonction de la nature de la symbiose. Et finalement, on va voir pour ce qui concerne le calmar et Vibrio fischieri des éléments qui peuvent amener
un effet métabolique et nutritionnel qui facilite la survie dans une niche où certains nutriments sont en quantité limitante, la protection contre un certain nombre de stress, contre des pathogènes bactériens, fongiques, viraux, parasitaires, la protection contre des prédateurs, c'est probablement la fonction primaire mais pas unique de l'interface calmar et Vibrio-Fischeri dont je vais vous parler, et un effet sur la reproduction dont l'avantage sélectif pour l'évolution de l'espèce n'est pas toujours bien évident, mais ça on pourra en reparler éventuellement même à la suite du séminaire de Bruno Lemaître. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, certains de ces modèles sont susceptibles d'analyse génétique, tant chez l'hôte que chez le symbionte, et dans les modèles où on a pu en parallèle mener cette analyse génétique du micro-organisme symbiotique et ou symbionte et de l'hôte, les progrès ont été finalement relativement rapides. C'est par exemple le cas de ce que vous verrez sur la drosophile, mais il y a d'autres modèles qui peuvent répondre à ces éléments d'analyse. Vous aurez la semaine prochaine la présentation de Jonathan Newbank sur l'interface microbe Caenorhabditis elegans, donc le ver, et d'autres systèmes, même des systèmes de vertébrés comme le poisson, maintenant le poisson zèbre, répondent peu à peu à ce type d'approche indispensable sur le plan analytique. Alors ces symbioses secondaires, on peut en prendre un certain nombre. En gros, il y a 5 grands paradigmes, si vous voulez. J'en choisirai 2, un peu plus en détail, un très rapidement. Le calmar, par exemple, dont on va parler, obtient ses symbiontes du milieu marin ambiant. Donc il naît sans ce microbe symbiotique et il va l'acquérir parce que l'environnement dans lequel il évolue fait que ce micro-organisme est là, mais en plus qu'il a établi une espèce d'interaction particulière qui va lui permettre de sélectionner parmi d'autres micro-organismes celui-ci pour devenir un symbionte. Et ça, c'est une boîte noire extraordinaire qui n'est pas encore tout à fait comprise. C'est quelle est la nature de la sélectivité ou des événements de sélectivité qui vont amener à cette symbiose. Le nématode apporte son symbionte dans la larve de l'insecte au sein de laquelle les deux prolifèrent. C'est un autre modèle. Les jeunes sangsues, qui est un autre modèle ou paradigme d'interaction, obtiennent leur symbionte du milieu ambiant à la sortie du cocon, voire même d'éléments qui parasitaient ou qui infectaient le cocon. La mouche tsetse peut soit transmettre le symbionte via la mer, par les œufs, ou récupérer de nouveaux symbiontes de l'environnement. Donc vous voyez, comme d'habitude, dans la nature, il y a plusieurs cas de figure possibles. Et chez la drosophile, on y reviendra, bien sûr, des symbiontes spécifiques sont acquis à partir des fruits et vont par exemple coloniser l'intestin de la mouche. Donc ces animaux, encore une fois, naissent sans symbionte et en fonction de leur mode de vie, de leur mode de développement, de leur environnement, vont acquérir ces symbiontes très particuliers à un moment donné qui va leur permettre de poursuivre dans des conditions favorables leur vie. Donc, l'exemple de symbiose secondaire essentielle dont je voudrais vous parler, c'est celui de Vibrio fischeri, qui est un bactérie à gram négatif que vous voyez ici, un vibrionacé assez classique, avec ses flagelles appendus. Donc ça, c'est le microbe symbiotique ou symbionte, et le calmar, qui est très joli, que vous voyez ici, qui s'appelle Primas colopes. Et l'élément important à prendre en considération entre ces deux animaux, parce que c'est comme ça que va se concevoir la symbiose, c'est le fait que ce Vibrio fischeri en fait est luminescent. Il est capable de produire de la lumière. Et on va voir tout de suite à quoi ça sert pour ceux en tout cas d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce modèle. Donc les calmars sont ce qu'on appelle aposymbiotiques, c'est-à-dire qu'encore une fois ils naissent sans ces micro-organismes qui vont assurer la symbiose. Ils naissent donc sans ce Vibrio fischeri qui est acquis secondairement par transfert horizontal à partir donc encore une fois de cet environnement marin dont on a déjà parlé. La viabilité des animaux axéniques, c'est-à-dire sans microbes, sans symbionte, jointe à la possibilité de cultiver Vibrio fischeri et d'y développer une analyse génétique, encore une fois, a été finalement probablement une des conditions, une des raisons pour laquelle ce modèle est devenu véritablement un paradigme, parce que cette analyse mixte a pu être faite et bien sûr a été extrêmement fructueuse. Et encore une fois, vous avez un certain nombre de références de base à prendre en considération ici. Donc Vibrio fischeri et Euprymnas colopes, donc le calmar sépiolide, il y a de nombreuses espèces animales en fait sont bioluminescentes, et en particulier dans l'univers marin,
et la moitié, en fait, génèrent leur lumière grâce à une activité symbiotique. Ils ont besoin de ces micro-organismes qui produisent de la luminescence pour assurer cette symbiose. Alors, Euprymna scolopes utilise la luminescence émise grâce à une enzyme, qui a d'ailleurs servi beaucoup ensuite dans des analyses dans d'autres domaines, qui s'appelle la luciférase, dont vous entendrez parler à d'autres occasions. Donc cette luciférase, elle est produite, c'est la caractéristique de Vibrio fischeri, par un processus, pour un processus qui s'appelle la contre-illumination. Alors ça, c'est très simple. Ce processus qui permet finalement la survie du calmar, c'est que le calmar, dans la journée, est au fond de la mer, sous le sable, caché et donc à l'abri de la vue des prédateurs. Mais la nuit, il va bientôt, bien sûr, falloir qu'il sorte pour aller se nourrir et avaler un petit peu de plancton, comme le font beaucoup des organismes de même nature. Son problème, c'est qu'il va se retrouver entre deux eaux, avec la lune qui illumine la surface de l'eau, et le fait que dans cette espèce de luminescence diffuse qui s'établit sous la lumière de la lune dans l'eau, les prédateurs vont le voir parce qu'il va apparaître comme une petite ombre noire au milieu de ces espèces de luminescence diffuse. Et donc, cette symbiose, encore une fois, c'est le résultat de la coévolution, c'est parfaitement darwinien, s'est établie de façon telle que ce petit animal, la nuit, va produire cette luminescence qui va lui permettre de se fondre dans cet environnement et de n'être plus vu, ou en tout cas moins vu, par les prédateurs éventuels. Et donc cette luciférase, en fait, c'est une enzyme qui va oxyder des composés organiques comme des aldéhydes, et puis surtout, par exemple, la flavine mononucléotide, c'est FMNH2, donc son oxydation va donner lieu à, bien sûr, la production d'eau, et puis surtout, à 490 nanomètres, la production de lumière, et c'est ça la nature de la luminescence qui est créée par cette enzyme luciférase fabriquée donc par Vibrio fischeri. Alors, il y a trois éléments qui sont caractéristiques de cette symbiose, et à cette occasion, je voudrais mentionner en particulier, même si ça n'a pas été la seule impliquée dans l'ensemble de ces travaux, je crois que conceptuellement, elle y a beaucoup contribué, c'est Margaret McFall-Guy, qui travaille à l'Université de Wisconsin à Madison aux États-Unis, qui est une scientifique absolument extraordinaire, qui a vraiment disséqué des étapes importantes de ces processus. Tout d'abord, la spécificité ou la notion de spécificité de colonisation par Vibrio fischeri et Scolopes, la notion de morphogénèse de cet organe lumineux, parce que non seulement le micro-organisme produit de la lumière, mais de façon anticipée sur cette production de lumière, il va participer au développement de l'organe lumineux chez l'animal, qui permet donc cette émission de luminescence. Et puis, bien entendu, le troisième aspect qui est la régulation de l'émission de luminescence par un phénomène sur lequel on reviendra en détail la semaine prochaine, qui est ce qu'on appelle le quorum sensing. Alors, cet organe de luminescence, il est situé quelque part, disons, dans l'abdomen de cet animal, un peu central dans le volume que représente l'animal. Et lorsqu'on le regarde en détail, il est marqué du côté ventral par ces deux appendices ici, et puis une série de trois pores à travers lesquels les micro-organismes vont pouvoir pénétrer. Puis quand on regarde en coupe, en fait, la structure de cet organe luminescent, on voit en fait ce qu'on appelle des cryptes, et c'est au sein de ces cryptes en fait que les bactéries qui pénétrés vont aller se développer et ensuite, bien entendu, produire cette enzyme luciférase qui va donner lieu à ce phénomène de luminescence. Donc, il y a deux phénomènes qui sont très, très importants dans tout cela. C'est l'accessibilité de Vibrio fischeri et la spécificité du choix de ce micro-organisme par rapport à d'autres, et la capacité ensuite de rentrer, de coloniser ces cryptes et de réguler, en fonction de la masse microbienne présente, la production d'un certain degré de luciférase. Donc tout ça est un système extrêmement intégré, qui est d'ailleurs tout à fait intéressant, parce qu'il commence à y avoir des papiers, y compris de ce groupe, montrant que cet organe luminescent serait peut-être, de façon très embryonnaire, aussi un organe de vision. Certaines cellules ont l'air d'être sensibles à la lumière et de réguler. C'est un système très complexe, mais passionnant. Donc, beaucoup s'est centré sur ces étapes préliminaires, et en particulier du choix du micro-organisme. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que dans une population microbienne marine, bien entendu extrêmement complexe et diverse,
l'animal, le calmar, va peu à peu introduire un processus sélectif de ces micro-organismes pour qu'à l'arrivée, ce ne soit que Vibrio fischeri qui se colonise, divise, multiplie et assure la production de luciférase dans ces cryptes. Et ça se fait par plusieurs étapes qui passent par la formation d'agrégats qui sont liés à une double production de mucus, de mucine à la fois par l'hôte et par la bactérie. Et au sein de ces agrégats va se passer une chimie qui est très très mal comprise à l'heure actuelle, qui va néanmoins permettre peu à peu, peut-être par la production de molécules antimicrobiennes par ce vibrio, mais sans doute par d'autres phénomènes, à ce que ces agrégats s'enrichissent en Vibrio fischeri et qu'à l'arrivée par ces pores dont je vous ai montré la présence précédemment, ce ne soit que ce micro-organisme qui vienne se développer et qui subisse lui-même un processus de morphogénèse, si je puis dire, puisque par exemple, d'une phase mobile, avec l'expression de flagelle, le micro-organisme va passer à une phase immobile, ce qui intuitivement paraît logique pour coloniser cette zone, va perdre la production de ce flagelle et éventuellement d'autres facteurs. Donc il y a une vraie marche progressive de ce micro-organisme, minoritaire au départ, qui va devenir probablement ou progressivement le micro-organisme majoritaire dans le système. Alors, je vous parlais de génétique et de compréhension de la génétique, ou que la compréhension que la génétique apporte à ces phénomènes. Par exemple, ce que nous a montré la génétique, un certain nombre de travaux qui sont mentionnés ici, c'est que les souches de Vibrio fischeri adaptées à coloniser Euscolopes possèdent un gène qui s'appelle RCSS, qui en fait code pour un système à deux composants. Alors ça, un système à deux composants, c'est en particulier dans les bactéries à gram négatif comme Vibrio, un système classique de perception de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a un composant qui va sentir une variante environnementale au micro-organisme, qui va la transformer en une phosphorylation sur une histidine dans le domaine cytoplasmique du micro-organisme, et cette phosphorylation va être perçue par un deuxième composant qui est, en règle générale, qui est en fait un régulateur transcriptionnel, qui va aller, en fonction du signal induit, activer ou désactiver la transcription d'un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans un phénomène donné. Donc RCS, ce qu'il fait en fait, c'est de contrôler l'expression d'un gène qui s'appelle CYPG, qui lui par contre est présent dans toutes les souches de Vibrio fischeri. RCSS est simplement spécifique de Vibrio fischeri. Le gène ici est présent dans absolument toutes les espèces de Vibrio. Donc ce gène n'est pas induit, sa transcription n'est pas induite si le message de RCS n'est pas produit. Et en fait, ce gène code pour des polysaccharides qui, comme je le disais tout à l'heure, vont participer à la formation de cette matrice qui va permettre la formation de ces agrégats au sein duquel Vibrio fischeri va peu à peu prendre le dessus sur le plan numérique et assurer la mise en place de cette symbiose. Donc, on voit par exemple ici qu'un mutant delta CYPG, par exemple, qui ne fait pas ces polysaccharides, a 2 logarithmes, voire 3 logarithmes de différence en moins dans sa capacité de coloniser, et probablement cette colonisation va être transitoire et abortive du fait de cette incapacité de coloniser correctement. Alors il y a d'autres phénomènes qui ont été montrés, la longueur ou la modification des chaînes latérales du lipopolysaccharide, la perte de l'expression du flagelle, tout ça je vous en ai déjà parlé rapidement, ce sont des éléments associés à la mise en place de ce processus symbiotique. Donc ça c'est la première partie, c'est l'accessibilité couplée à la spécificité du micro-organisme pour l'hôte précis. Puis il y a une deuxième étape dont je vous ai parlé, qui là est en plein le travail du groupe de Margaret, dont j'ai mentionné l'existence et la qualité du travail au début, qui est celui de la maturation de cet organe lumineux grâce au micro-organisme. Et en fait, pour faire une longue histoire courte, vous savez qu'en développement, pour former des organes, une étape importante est la mort cellulaire. Les organes sont sculptés en fait dans ce qu'ils vont devenir dans leur forme définitive par un processus de mort cellulaire qui s'appelle l'apoptose. Or, ce qui a été montré de façon très jolie et très élégante par ce groupe ces dernières années, c'est que progressivement,
en utilisant soit le symbionte lui-même, soit des extraits, des fractions cellulaires de ce symbionte, on voyait qu'au sein de cet organe lumineux, il s'infiltrait en cas de symbiose par des cellules qu'on appelle des hémocytes, qu'associé à cette infiltration par ces hémocytes, donc par ces cellules du calmar, arrivaient de façon très très importante des phénomènes d'apoptose qui, vous le voyez, régulent par exemple la taille de ces excroissances dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui font partie de la morphogénèse de cet organe, et surtout un élément très très important qui est celui de la disparition ou de la régression de l'épithélium, et en particulier de ces microvillosités très très importantes qui ont été impliquées initialement dans la capture de ce micro-organisme, mais une fois que le micro-organisme est là, de façon probablement à rendre cet événement définitif et non susceptible d'être challengé par d'autres micro-organismes, on va un peu fermer la porte et le micro-organisme en fait participe de façon très très active à tout ça. Et en réalité, ce qu'a montré ce groupe de façon très très intéressante, c'est qu'il y a une collaboration, et on revient au PAMPS de la semaine dernière, entre le lipopolysaccharide bactérien, produit par Vibrio fischeri, qui était une bactérie à gram négatif, et surtout ma molécule préférée, qui est aussi en partie la molécule de Bruno pour certains de ses travaux, qui est le peptidoglycane, et que ces deux signaux, mais surtout d'abord et avant tout le peptidoglycane, sont capables d'assurer ce recrutement de cellules hémocytes et l'apoptose qui va amener à la maturation de cet organe. Et en fait, ce que montrent les travaux suivants est la précision encore plus importante de ce quels sont ces fragments qui sont reconnus dans ce système. C'est ce qu'on appelle, nous, dans nos infections ou dans le modèle d'infection humain, la tracheal cytotoxine. Si vous vous souvenez de ce que j'ai raconté la semaine dernière, ces muropeptides, qui représentent des fragments du peptidoglycane, en fait, ont ces ponts formés par des acides aminés. Elle a là des glus diaminopimélate pour les grammes négatifs et encore une alanine. Et en fait, c'est cette molécule qu'on appelle TCT, tracheal cytotoxine, ou muramyl tétrapeptide, puisqu'il y a 3 acides aminés, qui est l'agoniste qui va permettre finalement de sculpter et de maturer cet organe lumineux. Donc voilà une deuxième étape qui est tout à fait passionnante et dont toutes les expériences ici montrées confirment la réalité. Et puis une dernière étape, bien entendu, qui concerne, une fois que la colonisation est établie, que Vibrio fischeri est présent dans les cryptes à une concentration suffisante, éventuellement peut avoir subi un certain nombre de modifications, comme la perte du flagelle. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui contrôle finalement la production de la luminescence, donc bien entendu par définition la production de la luciférase. Alors là intervient un autre processus sur lequel je reviendrai longuement la semaine prochaine, y compris en reprenant rapidement ce modèle pour bien introduire, qui est ce qui s'appelle le quorum sensing, c'est-à-dire que les bactéries sont douées d'une vie communautaire, sont capables de sentir leur quantité par l'intermédiaire de molécules qui s'appellent des auto-inducteurs, qui sont d'autant plus produits, bien entendu, que les bactéries sont plus nombreuses. Et la présence et l'augmentation de concentration de ces auto-inducteurs va en retour impacter sur la transcription du génome bactérien, sur un certain nombre de facteurs importants dans la survie du microbe, dans la niche dans laquelle il s'est établi. Et Vibrio fischeri répond à cette règle comme d'autres micro-organismes qui établissent une niche très très particulière dans un espace clos. C'est-à-dire que la quantité de micro-organismes va s'ajuster par l'intermédiaire de ces auto-inducteurs qu'on appelle des homocérines lactones. Et pour faire une longue histoire courte, parce qu'encore une fois on va y revenir largement la semaine prochaine, ce qui domine dans le système Vibrio fischeri, c'est qu'à faible densité bactérienne, bien entendu, encore une fois, ce homocérine lactone qui est produite par ce gène LUXI est en très faible quantité et donc va avoir un impact relativement limité sur le comportement du micro-organisme. Mais dès que le micro-organisme se multiplie, la molécule, bien entendu, devient de plus en plus nombreuse, l'homocérine lactone. Il existe un gène transcrit en opposition par rapport à l'opéron LUX qui s'appelle le LUXER,
qui produit une molécule qui va être le censeur de cette homocérine lactone qui diffuse à peu près librement de l'extérieur à l'intérieur de la bactérie, donc la perception se fait de façon très simple, va se lier à l'UXR, et l'UXR lié à cet élément va réguler transcriptionnellement l'opéron, et en particulier un gène qui s'appelle LUXA qui va produire la luciférase. Donc plus il y a de bactéries, plus il y a de luciférase, plus il y a de fluorescence, et les choses peuvent se réguler éventuellement en fonction de la période de la journée, en fonction de la densité microbienne, en fonction de la richesse en nutriments de l'environnement, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ce sont des systèmes extrêmement complexes qui, en matière de physiologie microbienne, de physiopathologie, de symbiose, ont été recyclés. Chez quasiment toutes les espèces bactériennes, on va trouver des traces de ces systèmes de régulation par quorum sensing, et là, on en voit une des applications importantes. Alors, il y a d'autres modèles, bien entendu, de symbiose secondaire. Je pense que je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ils sont tout aussi intéressants, bien entendu, que le modèle que je viens de développer, mais peut-être pas toujours au degré de maturation et de sophistication moléculaire auquel a été poussé le modèle Vibrio-Fischeri. Par exemple, l'interaction des bactéries du type Xenorhabdus ou Photorhabdus avec les nématodes. En fait, ces micro-organismes se développent dans le ver au sein d'une structure spécialisée à l'extrémité de l'intestin, ce qu'on appelle la vésicule. L'infection, en fait, le ver va infecter des larves d'insectes, il va libérer ces bactéries dans la larve, ce qui va amener à la destruction, à la mort de la larve, et donc c'est la façon dont ce ver, ça paraît un peu alambiqué, mais c'est comme ça que ça se passe, va acquérir ses nutriments, finalement, c'est en tuant cette larve et en vivant sur cette larve et en réétablissant de cette façon un cycle. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces Xenorhabdus, par exemple, produisent un appareil de sécrétion de type 3 qui va injecter des toxines à l'intérieur de la larve, dont une qui s'appelle CIF, qui est une toxine qui a été montrée maintenant comme étant ce qu'on appelle des cyclomodulines en famille plus large, qui sont des toxines qui bloquent le cycle cellulaire et qui vont donc contribuer, encore que ce ne soit pas l'élément unique, à la mort de la larve. Donc vous voyez qu'on peut, en général, les scientifiques, disséquer un certain nombre de modèles qui posent finalement, on disait tout à l'heure, ces espèces de systèmes bipolaires. Il y a une bactérie, il y a un hôte. Quelle est finalement la valeur exemplaire de ces systèmes? Peuvent-ils être élargis à la compréhension de modèles plus complexes? Ce sont des questions qui restent encore un petit peu en suspens, mais je pense que c'est important d'avoir ces modèles dans la tête quand on lit un certain nombre d'articles et qu'on essaye de mettre les choses en perspective. Alors la dernière partie de ma présentation sera sur les symbiontes primaires, avec peut-être vers la fin, disons, une orientation, puisque cette chaire est une chaire de microbiologie et de maladies infectieuses, sur un certain nombre peut-être d'applications médicales possibles à la compréhension de ces mécanismes de symbiose et en particulier d'endosymbiose. Donc les symbiontes primaires, on a dit que c'était les vieilles symbioses. C'est celles qui ont commencé il y a 250 millions d'années. C'est celles qui ont commencé du temps des insectes, peut-être même un peu avant les dinosaures, et qui finalement, en tout cas, étaient là bien avant que nous, mammifères, existions. Donc des symbioses très anciennes, et finalement, intuitivement, vous pouvez tout de suite l'imaginer, des arbres phylogéniques de ces micro-organismes symbiontes qui suivent très très étroitement les phyla des eucaryotes multicellulaires, puisque cette symbiose s'est établie de façon très 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 antérieure. Leur transmission est en règle générale, en tout cas pour les purs endosymbiontes, verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, et comme je vous l'ai dit, de nombreuses de ces symbioses, en particulier chez les insectes, on va parler des insectes, précèdent l'apparition des mammifères. Et ce qui est intéressant, et c'est peut-être là-dessus que je commencerai, c'est le versant microbien, c'est-à-dire que ce processus de marche progressive, évolutive vers l'endosymbiose a donné lieu à des altérations massives du génome de ces micro-organismes, et je vous montrerai quelques exemples et j'essaierai de vous mettre ça un tout petit peu en perspective. Donc ce sont généralement des micro-organismes qui ont des génomes de très petite taille, qui ne semblent pas nécessairement répondre ou correspondre à une adaptation pour vivre dans l'autre, mais plutôt finalement une espèce de conséquence neutre. C'est-à-dire pour ces micro-organismes,
qui ont établi une relation aussi intime et qui peuvent bénéficier finalement, si je puis dire vulgairement, du chauffage, de l'eau, de l'électricité, de tout ce que l'hôte peut leur apporter plus sérieusement en termes de nutriments, par exemple, il est probable que pas mal de ces gènes ont disparu simplement parce que le micro-organisme n'en avait pas besoin dans la situation de symbiose qu'il avait établie et de coévolution progressive. Donc on va revenir là-dessus parce que c'est une notion importante pour mieux comprendre le génome de ces micro-organismes. Et les autres se sont adaptés probablement, même si c'est moins bien connu et même si c'est l'objet d'un certain nombre de travaux sur lesquels Bruno va revenir, pour tolérer ces symbiontes. Il faut faire des efforts pour se tolérer mutuellement, vous le savez très bien, et on n'échappe pas à cette règle dans le domaine des interactions entre les micro-organismes et les autres qui ont été colonisés. Et on reviendra sur cet aspect de symbionte aidant à la résistance des organismes. Donc ça, c'est simplement pour, extrait d'une revue, revenir très vite sur cette notion d'évolution et d'histoire en échelle de millions d'années. C'est-à-dire que les symbiontes primaires, encore une fois, vous voyez, de façon un peu arbitraire et caricaturale, cette espèce de plaquage du phylum des organismes hôtes avec les phyla des micro-organismes qui vont les coloniser. Les symbioses secondaires, vous voyez, c'est différent, bien entendu, puisque ces hôtes naissent et sont colonisés secondairement, donc on n'a pas du tout cette ancienneté, cette pérennité que peut être générée en particulier par la transmission mère-enfant de ces micro-organismes. Et puis on reviendra sur Wolbachia, des situations comme d'habitude un peu intermédiaires, avec des possibilités de perte de symbiose, des possibilités de réacquisition de symbiose en cours de route, des échanges qui font que le schéma ici n'est pas aussi simple et aussi clair. Alors, d'où viennent ces endosymbiontes? Encore une fois, c'est-à-dire des micro-organismes qui vont s'associer de façon intime, parfois dans un microbiome, dans un organe spécialisé, finalement de façon stable avec ces organismes. Donc pour l'essentiel, ils appartiennent à la famille de ce qu'on appelle les gamma-protéobactéries. Et vous connaissez des noms déjà, je suppose, vous les avez entendus, comme Wolbachia, comme Spiroplasma, comme les Rickettsia, qui vont par ailleurs souvent manipuler, on va y revenir rapidement, la reproduction de l'hôte, avec une augmentation de transmission verticale, puisque la manipulation va se faire très largement en faveur des femelles qui vont pouvoir transmettre le micro-organisme à leurs enfants. Et on va avoir des manipulations de différentes natures, dont d'ailleurs les bases moléculaires sont passionnantes à étudier, mais malheureusement très peu connues à l'heure actuelle. On a des phénomènes de parthénogénèse qui sont induits par ces micro-organismes endosymbiotiques, des phénomènes de mort sélective des embryons mâles, en anglais sound killing, ça sonne toujours de façon un petit peu brutale quand c'est dit en anglais, la féminisation des mâles génétiques, et puis quelque chose sur lequel je reviendrai rapidement, qui est l'incompatibilité cytoplasmique, qui semble être un élément important de cet impact symbiotique sur la féminisation de la population. Donc, ça paraît logique en termes d'évolution, parce qu'encore une fois, la logique de cette endosymbiose, c'est le passage de la mère à l'enfant, la contamination de l'œuf. Ce qui paraît moins logique, c'est finalement l'exclusion de la composante mâle dans cette histoire et finalement l'appauvrissement en termes de biodiversité et de diversité génétique que ce phénomène peut apporter. Et peut-être c'est un exemple expérimentalement, quasiment dans la nature, de l'impact respectif d'un certain nombre de modifications qui peuvent survenir. Mais il est vrai que ces espèces de symbiontes égoïstes posent quand même un petit problème sur toute la notion de diversité génétique et de son importance dans l'évolution des espèces. Donc ça, c'est simplement pour illustrer, parce que j'ai trouvé que la diapositive était jolie, ces différents phénomènes induits par ces endosymbiontes, la féminisation, la parthénogénèse, la destruction ou la mort du mâle, et puis ce phénomène d'incompatibilité cytoplasmique sur lequel je vais revenir. Mais ce sur quoi je voulais insister un tout petit peu à ce stade de la présentation, c'est sur le génome de ces symbiontes, et en particulier, bien sûr, le génome de ces symbiontes primaires. Ce sont des bactéries non cultivables, pour l'essentiel, mais je pense
probablement pour la totalité, qui sont en fait des parasites intracellulaires obligatoires. Ils sont vraiment arrivés à un degré d'établissement. On a parlé tout à l'heure des mitochondries. On est dans cet esprit-là. On n'est pas loin d'une étape finale où éventuellement ça pourrait devenir un organelle essentiel pour les cellules. Leur analyse génétique est exceptionnellement possible. Et finalement, ce qui a permis de faire décoller un petit peu quand même ce domaine, c'était la génomique et la génomique comparative, c'est-à-dire de trouver que ces micro-organismes appartenaient à des phyla connus, les gamma-protéobactéries, les entérobactéries en particulier sont des gamma-protéobactéries, et par génomique comparative, commencer à réfléchir, ce gène est là, ce gène n'est pas là, qu'est-ce que ça peut amener comme différence dans le comportement. Mais ce n'est pas simple, encore une fois, quand on a des difficultés à faire de la génétique. Quand on travaille sur Escherichia coli, on a quand même une vie beaucoup plus confortable pour étudier les phénomènes pathogéniques, symbiotiques ou physiologiques. Donc les symbiontes primaires appartiennent essentiellement à la famille des gamma-protéobactéries, je vous l'ai dit, mais présentent une dégradation, une réduction massive de leur génome. Le génome d'Escherichia coli K12, dont vous avez tous entendu parler, fait 4,64 mégabases. Le génome de ce micro-organisme Buchnera afidicola, qui est en train de devenir une espèce de micro-organisme modèle dans ce système, dont l'hôte sont des aphides, c'est-à-dire des pucerons qui sont des prédateurs des plantes, fait 0,64 mégabases. C'est-à-dire que vous avez un génome qui est de l'ordre quasiment de 10% de la taille du génome bactérien modèle Escherichia coli, avec des exemples dans d'autres hôtes, Vigelsvorsia par exemple chez la fourmi, ou bon, maintenant les exemples se développent, mais Buchnera est vraiment en train de devenir un peu le micro-organisme modèle, en particulier parce que ça a été un des premiers, sinon le premier, dont le génome a été séquencé. Alors, délétion génomique massive, encore une fois, le génome d'Escherichia coli, presque 5 mégabases, c'est-à-dire 5000 gènes. Le génome des endosymbiontes, en particulier Buchnera, de l'ordre de 1 mégabase ou 1 mégabase, voire moins, vous avez vu, c'est-à-dire environ 500 gènes. C'est-à-dire pas grand-chose, finalement. Et par rapport au génome d'Escherichia coli, ce sont vraiment des génomes extrêmement compacts. En fait, tout ce qui était probablement inutile a été éliminé. Il n'y a pas de bactériophages, ou pas même de résidus de génome de bactériophages. Il n'y a pas de séquence d'insertion. Il n'y a pas d'évidence d'acquisition d'ADN étranger. Le GC% immuable, le même, c'est-à-dire 50-51% comme les gamma-protéobactéries. Et pas d'évidence donc de gènes qui étaient acquis plus ou moins récemment et qui fassent un petit peu tâche, si je puis dire, dans ce génome. Tout est très homogène. Et puis une dernière caractéristique étonnante, peut-être pas si étonnante si on y réfléchit, c'est le peu de gènes de régulation. Chez Escherichia coli, il y a environ 200 régulateurs transcriptionnels sur 10 voies de biosynthèse des acides aminés. Chez Buchnera, il y a moins de 10 régulateurs transcriptionnels, alors qu'il y a le même nombre de voies de biosynthèse des acides aminés. Donc il y a manifestement une perte de la capacité régulatrice de ces micro-organismes par rapport aux micro-organismes modèles que peut représenter dans ce système Escherichia coli. Alors, ces protéines, ou quelques protéines qui sont produites par Buchnera, quelles sont-elles? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que 10% de la totalité des protéines synthétisées par Buchnera, ça a été fait maintenant très bien par protéomique quantitative, c'est GRO-EL. Et GRO-EL, c'est une molécule qui s'organise en un complexe moléculaire qui forme un chaperon, et qui, en association avec GRO-OS, va contribuer de façon très très efficace au repliement correct des protéines, c'est-à-dire permettre que finalement les protéines qui sont synthétisées sur le ribosome acquièrent le plus rapidement possible et le plus efficacement possible la forme dont elles doivent disposer pour avoir leur fonction dans la bactérie, en particulier éventuellement des fonctions enzymatiques. Donc il semble que la priorité finalement pour ces micro-organismes à génome extrêmement réduit soit de produire en grande quantité GRO-EL et GRO-ES de façon à assurer ce repliement correct des protéines qui sont produites par le micro-organisme. Alors, ces 500 gènes, quels sont-ils par rapport à quelque chose qu'on conçoit généralement, qu'on appelle les gènes vitaux chez Escherichia coli?
Les gènes vitaux chez Escherichia coli, c'est une définition opérationnelle in vitro. C'est-à-dire si vous les mutagénisez, vous ne pouvez jamais avoir de mutant parce que la mutation est létale pour le micro-organisme. Donc il y a environ 300, 400, 500 gènes chez Escherichia coli qui sont des gènes vitaux parce que, encore une fois, si on les mutagénèse, on ne trouve pas de mutant. Et quand on regarde le type de gène qui a été considéré, puisqu'on a le génome, bien entendu, on s'aperçoit que ça a du sens, que ça pourrait être quelque chose qui est essentiel à la croissance du micro-organisme. Alors la question, ça a été très vite en termes de génomique comparative, est-ce que finalement ce mini-génome de Buchnera ou de ces endosymbiontes tel qu'il s'est constitué dans ce phénomène de coévolution, est-ce que ce qui a été trouvé par la nature dans cette situation correspond au pool de ces gènes vitaux d'Escherichia coli, c'est-à-dire le minimum minimorum nécessaire à ce qu'une bactérie vive, ou est-ce que ce pool est différent? En fait, comme d'habitude, bien entendu, la réponse est oui et non. Il y a un recouvrement, il y a des gènes communs qui font partie, donc chez Buchnera, de gènes conservés et qui correspondent aux gènes vitaux d'Escherichia coli, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, si on réfléchit un tout petit peu, c'est logique, parce que notre définition opérationnelle des gènes vitaux d'Escherichia coli, elle est faite dans des milieux de croissance synthétique ou dans des milieux de culture standard au laboratoire. Elle n'est pas faite nécessairement dans un environnement très particulier que représente l'environnement de l'hôte animal qui est finalement l'objet de cette réaction symbiotique. Donc il est relativement logique, dans une certaine mesure, que ce qui est gène vital dans des conditions in vitro n'est pas nécessairement gène vital dans des conditions in vivo, même de réduction génomique massive, telle que ça s'est effectué chez ces micro-organismes. Alors c'est intéressant de regarder, par exemple, est-ce qu'il y a des différences ou à quel niveau, quels gènes sont différents qui vont être des gènes vitaux chez Escherichia coli et qui ne sont pas des gènes vitaux chez des micro-organismes comme par exemple Buchnera ou Vigelsvorsia. C'est intéressant parce qu'un gène comme DNAA, par exemple, vous diriez c'est le gène vital par excellence. Parce que DNAA, chez Escherichia coli, c'est le gène qui permet l'initiation de la replication du chromosome, c'est-à-dire qu'il permet l'ouverture au niveau de l'origine de replication, oricée des deux brins d'ADN, qui va permettre à la DNA polymérase de se positionner et de commencer à repliquer le génome. Dans le genre gène vital, on peut difficilement faire mieux. Et bien, ce gène, il est finalement absent chez des endosymbiontes, et on se demande vraiment, à l'heure actuelle, comment ces endosymbiontes arrivent, quand c'est nécessaire, à assurer la replication de leur ADN. Est-ce qu'en fait, ils bénéficient d'une complémentation par une activité enzymatique de l'hôte? Est-ce qu'on a loupé, entre guillemets, excusez-moi, un gène microbien homologue de DNA1 qui serait allé se localiser dans le noyau de la cellule eucaryote et qui fonctionne en retour pour aider à la replication bactérienne? Tout ça, ça fait partie de ces espèces d'énigmes à l'heure actuelle qui peuvent vous paraître un petit peu ridicules à certains égards, mais qui posent quand même un vrai problème à l'interface entre ce monde microbien et ce monde des eucaryotes multicellulaires ou des eucaryotes complexes qui ont établi la symbiose. Ça va jusqu'à se poser des questions sur qu'est-ce qui fait que dans la mitochondrie, par exemple, ont été conservés des gènes qui sont conservés dans l'ADN mitochondrial et pourquoi pas d'autres. Alors, terminons un petit peu sur un genre sur lequel Bruno va revenir, qui est Wolbachia, qui est encore une fois une gamma-protéobactérie, un bacille à gram négatif, qu'on retrouve comme parasite intracellulaire obligatoire, donc endosymbionte, chez les nématodes, on va revenir rapidement à la fin chez les filaires en particulier, qui sont des parasites, chez les arachnidés et chez les crustacés, mais surtout chez les insectes, 60%, un peu moins, un peu plus pour certains, 80% de l'ensemble des espèces connues d'insectes, il y en a quand même beaucoup, sont infectés ou en tout cas sont en état de symbiose avec une bactérie ou une autre, mais appartenant au genre Wolbachia. Et vu le côté massif de ce que représente le monde des insectes sur la planète, on peut presque considérer que Wolbachia est la bactérie la plus représentée et en termes de masse la plus importante sur la planète, ce qui paraît un petit peu inattendu, mais c'est comme ça. Ce qui est curieux aussi, et je vous dirai pourquoi ça peut être intéressant en termes d'application médicale, c'est que les grandes espèces vectrices de maladies transmissibles à l'homme, comme certaines viroses ou le paludisme,
moustiques, par exemple Aedes aegypti, ne sont pas nécessairement soumis à cette relation symbiotique. Et ça, c'est probablement quelque chose d'intéressant à réfléchir en termes d'évolution. Pourquoi ? Donc ces Wolbachia, on les trouve à peu près partout. On les retrouve, comme je l'ai dit, chez les arthropodes, on les retrouve chez les filaires nématodes, on les retrouve chez une diversité d'espèces d'insectes extrêmement importantes. Alors, la question finalement, c'est, et on en a déjà parlé un petit peu avec le problème de DNA, c'est est-ce que ces deux compartiments restent hermétiques l'un par rapport à l'autre, ou est-ce qu'on peut imaginer, et est-ce que ça a pu d'ailleurs avoir une importance dans l'évolution, qu'il y ait un certain degré d'échange et que du génome, des morceaux du génome bactérien de Wolbachia ou l'ensemble du génome bactérien de Wolbachia puisse aller, sous une forme ou sous une autre, s'intégrer dans le génome de la cellule hôte et, point d'interrogation, y faire éventuellement quelque chose. Alors, il y a de plus en plus d'études qui montrent, travaux au Japon, travaux aux États-Unis, travaux en Europe, qui montrent qu'effectivement, un certain nombre d'espèces d'insectes ont subi la translocation du génome microbien à l'intérieur de leur propre génome. Et par exemple, Drosophila ananacea, Bruno nous en parlera sans doute beaucoup, sous d'autres angles, a intégré une copie complète d'un génome de Wolbachia dans son propre génome. Et il y a d'autres exemples, tant que l'exemple, si je puis dire, a été montré, on va probablement retrouver cette situation. Donc la situation, c'est finalement quelle est la conséquence de ce transfert de génome entier ou de fractions ou de fragments de génome prokaryote dans le génome d'une cellule, d'un organisme eucaryote complexe. Est-ce que c'est simplement un accident, et puis peu à peu ce génome prokaryote va se dégrader et finalement ça aura très peu d'influence sur l'évolution de la situation, ou est-ce qu'il y a véritablement apport de nouvelles fonctions, et si c'était le cas, ce sera un exemple extraordinaire et très rare de la possibilité de démontrer qu'à un moment ou à un autre de l'évolution du monde microbien et du monde eucaryote, il ait pu y avoir des échanges qui amènent à ce que le prokaryote puisse fournir à l'eucaryote des éléments en particulier de régulation transcriptionnelle et la possibilité d'allumer ou d'éteindre des fonctions, ce qui ne ferait pas en l'absence de ce micro-organisme et du génome qui a été transféré. Alors très souvent dans ces interfaces et dans ces symbioses entre ces Wolbachia et les insectes, c'est surtout dans les lignées germinales que le micro-organisme va se développer. Vous voyez ici une Wolbachia fluorescente parce qu'elle a été transfectée de façon stable par un gène codant pour la GFP. Dans un embryon de sauterelle, elle se localise très largement au niveau des organes sexuels. Et dans le testicule d'un embryon de drosophile, par exemple, on voit là aussi que c'est surtout dans ces zones que le micro-organisme se développe. Donc il y a un impact très clair, et ça nous ramène bien entendu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un impact important de ces endosymbioses est sur le sexe et l'orientation donc du sexe de ce micro-organisme. Et ça tient à un certain nombre de phénomènes dont j'ai parlé, dont encore une fois la biologie moléculaire et cellulaire est relativement mal connue, mais qui néanmoins se décrit très bien en termes d'analyse de génétique de ces mouches. Si vous prenez par exemple, vous croisez un mâle drosophile non infecté avec une femelle non infectée, vous allez avoir une progénie tout à fait correcte. Si vous croisez une femelle infectée avec un mâle infecté, vous avez là aussi une progénie infectée, puisque la transmission se fait de la mère à l'enfant. Si par contre vous croisez une femelle non infectée avec un mâle infecté, vous avez une incompatibilité dite cytoplasmique et pas de progénie à la sortie de ce croisement. Par contre, si vous croisez une mouche infectée avec femelle avec une mouche infectée mâle, vous avez une progénie et donc un phénomène de ce qu'on appelle rescue, c'est-à-dire qu'on sauve le processus de mise en place de la progénie et le système peut se complexifier avec, après les scientifiques qui s'amusent, ils mettent 2 bactéries pour voir et ainsi de suite, mais globalement tout ça se tient très très bien et pousse bien entendu vers un enrichissement de la population
en femelle. Donc peu à peu se dégage une génétique de tout ça, avec des gènes qui codent pour ce phénomène de restriction, les gènes MOD, ces gènes qui codent pour un phénomène de rescue, des gènes impliqués donc dans la fonction RESC. Et puis surtout, même si ce schéma représente quelque chose de relativement clair, c'est-à-dire la perte au moment de la métaphase des gènes amenés par le mâle, une biologie cellulaire, j'aurais dû vous mettre un grand point d'interrogation ici, c'est-à-dire toute la biologie cellulaire de ce phénomène, qui est probablement très très importante, parce que peut-être une fois de plus, je ne sais pas, Bruno, on pourrait peut-être en parler à la fin, je veux dire, ce qui est valable en matière de modèles de drosophiles pour le développement du système immunitaire et ainsi de suite, peut peut-être aussi nous apporter des informations importantes sur des phénomènes chez les mammifères supérieurs, sur la stérilité ou autre chose. Donc je pense que les mécanismes de signalisation qui sont importants pour la vie, pour la survie de l'espèce, et Dieu sait, tout ce qui tourne autour de la reproduction est peut-être le phénomène essentiel qui nous fait bouger, pourrait peut-être trouver dans ces animaux et dans ces modèles symbiose un certain nombre de voies de signalisation intéressantes à creuser. Alors, quelques mots pour finir sur, parce qu'il faut quand même que je sois un peu fidèle à ma réputation et je vous parle un petit peu de médecine ou d'éléments qui sont en rapport avec la médecine. Je vous ai dit tout à l'heure que les grands vecteurs de maladies endémiques, paludisme, la dengue, donc par exemple le vecteur Aedes aegypti, qui est le vecteur de certains arbovirus et de Plasmodium falciparum, n'avait pas de Wolbachia, n'avait pas ce phénomène d'endosymbiose. Et donc la notion qui a émergé de ça, ou l'idée qui a émergé de ça, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, en infectant et colonisant finalement, en induisant artificiellement ce phénomène d'endosymbiose, assurer une situation telle que l'espèce moustique en tant que telle va survivre, mais que sa durée de vie va être raccourcie, et qu'en fait, elle va s'arrêter, cette durée de vie, avant que le processus d'acquisition et de maturation du parasite que le moustique ou dont le moustique est vecteur puisse se mettre en place de façon donc à obtenir finalement des populations de moustiques qui ne soient plus infectants. Donc un travail finalement Wolbachia plus, Wolbachia moins. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, et j'en dirai un mot rapidement, c'est celui du rôle éventuellement de Wolbachia comme stimulus endogène de l'immunité innée de l'animal et la capacité qu'il pourrait avoir, ce vecteur, d'être moins permissif au développement et à la caractéristique vectrice de ce plasmodium ou de ces virus du fait de la stimulation de ces défenses immunitaires innées personnelles. Donc tout ça a été relativement bien modélisé ces dernières années dans cet article qui est référencé ici, par exemple, en montrant que sur la période d'incubation des virus et des parasites dans les moustiques vecteurs comme Aedes aegypti est longue par rapport à l'espérance de vie de l'insecte. Vous voyez qu'elle arrive finalement assez tardivement, on est en nombre de jours là, par rapport à l'âge. Donc c'est là la période, si vous voulez, qui en termes de transmission va être efficace. Et donc il y a finalement une espèce de compétition entre l'espérance de vie de ce vecteur, qui bien sûr diminue progressivement, et la capacité qu'il va avoir dans les derniers jours de sa vie à pouvoir transmettre. Donc si on peut arriver encore une fois à casser cette courbe de survie, on va maintenir une espèce. Il faut maintenir les espèces, hein, maintenant ça ne se fait plus de les éradiquer, mais on va l'arrêter suffisamment à temps pour qu'elle ne soit plus vectrice. Alors c'est bien sûr encore un stade extrêmement presque d'anticipation. Néanmoins, les données à la fois virologiques, parasitologiques et les modélisations font penser que c'est une approche qui serait relativement faisable, sous réserve que les paramètres d'établissement de ce modèle soient respectés, ce qui, comme vous le savez, dans la nature, n'est pas nécessairement garanti. Alors, ce qui a été montré expérimentalement, et je pense que je vais passer rapidement parce que Bruno va vous en parler dans sa présentation, compris dans son introduction, c'est que si on infecte par une souche
qui est une souche modèle de laboratoire de Wolbachia, la drosophile, vous voyez, c'est la courbe rouge, que son espérance de vie par rapport à la courbe bleue qui est l'espérance de vie naturelle diminue et qu'on tombe sur des durées de vie finalement qui sont probablement compatibles, en tout cas au laboratoire, avec la modélisation que je vous ai montrée dans la diapositive précédente. Et si vous traitez ces animaux, ces drosophiles qui ont été contaminés par Wolbachia par un antibiotique, alors on peut discuter effectivement de la spécificité de ce que fait cet antibiotique, vous voyez que la durée de vie naturelle est rétablie. Donc il y a là la possibilité, en matière de lutte contre ces vecteurs des maladies tropicales, encore une fois les maladies virales comme la dengue ou les maladies parasitaires comme le paludisme, d'imaginer en matière de lutte vectorielle, comme on l'appelle maintenant, de pouvoir finalement créer, un peu comme Pasteur l'avait fait avec la myxomatose en Australie pour les lapins, une espèce de pandémie à Wolbachia pour les moustiques et essayer de les empêcher de devenir vecteurs pour ces parasites ou ces virus. Alors, c'est bien, et beaucoup de laboratoires y réfléchissent et essayent très sérieusement d'assurer, disons, les bases de cette approche éventuelle, mais il y a des mais. Et il commence malheureusement, et ça c'est un avis personnel, maintenant ça peut se discuter, à y avoir pas mal de mais sur ce type d'approche. Par exemple, des exceptions apparaissent chez Aedes albopictus, vous avez peut-être entendu parler, c'est ce fameux moustique qui transmet le virus de chikungunya dans l'océan Indien, en Réunion, et ainsi de suite, et qu'on a retrouvé d'ailleurs récemment en Italie comme vecteur possible. Héberge une source de Wolbachia, un petit peu contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une règle sur le fait que ces vecteurs n'hébergent pas d'endosymbionte, et que cette Wolbachia augmente sa fécondité. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut obtenir avec une lutte antivectorielle. Et des exemples de cette nature commencent à se développer. La diapositive suivante, mais encore, il semble que dans certaines situations, on ait, par exemple avec Aedes aegypti infecté par une souche de Wolbachia pipientis, une augmentation à la fois de l'activité métabolique des insectes et une augmentation de leur état de veille, c'est-à-dire sur une heure observée dans une cage, dans un insectarium, ils sont beaucoup plus actifs lorsqu'ils ont été infectés par Wolbachia et ils ont une activité métabolique supérieure, bien entendu, probablement parce qu'ils sont plus actifs que ceux qui ne sont pas soumis à cette endosymbiose. Et là aussi, c'est peut-être pas bien de prendre le risque de rendre ces animaux plus actifs parce que s'ils volent plus longtemps, ils vont délivrer leurs parasites plus efficacement et plus rapidement. Donc ça reste un domaine qui est encore, à mon avis, soumis à un certain nombre de points d'interrogation et où il faut se garder de généraliser ce concept, bien sûr extrêmement séduisant, mais à préciser. L'autre angle d'attaque, et là aussi je ne veux pas du tout marcher sur les pieds de mon collègue et ami Bruno, c'est celui de l'immunité innée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un problème de survie, il y a aussi un problème, et on en a parlé déjà la semaine dernière, de cette inflammation physiologique, du fait que certains micro-organismes maintiennent l'état immunitaire à un niveau tel qu'ils peuvent se défendre mieux le moment venu contre la venue d'un pathogène extérieur. Et il s'avère effectivement que, vous le voyez simplement sur les courbes, si on infecte de façon endosymbiotique par Wolbachia un certain nombre d'insectes, on le verra plus tard, mais en tout cas là, dans un modèle expérimental de la drosophile, ces drosophiles deviennent plus résistantes à des virus dédiés, c'est-à-dire des virus qui sont vraiment des pathogènes. Vous voyez, par exemple, vous prenez toutes les courbes, elles disent à peu près la même chose en fonction des types de lignées de drosophiles ou des types de virus qu'on leur impose, que leur durée de vie est considérablement augmentée de par, très probablement, le fait que cette Wolbachia, et ça, alors conceptuellement, c'est majeur parce que c'est probablement une des choses dont le concept peut s'adapter aussi aux organismes bien supérieurs, y compris aux mammifères et à nous-mêmes, le fait que ces micro-organismes symbiotiques ou en symbiose
active le système immunitaire, l'amène à un certain niveau qui ne génère pas nécessairement de complications, d'inflammation, de destruction, mais qui permet de rendre ces micro-organismes plus résistants. Dernier point, et je pense que je passerai relativement rapidement, je voulais simplement vous donner quelques flashs et remettre les choses en perspective pour ne pas vous parler uniquement de dégradation de génome et de la raison pour laquelle DNA est là ou n'est pas là. Simplement des choses peut-être un petit peu inattendues pour vous et pour nous, même intéressés à tout ce qui est pathologie infectieuse, tropicale. C'est quelque chose qui maintenant remonte à une dizaine d'années environ, d'avoir réalisé que les filaires, qui sont des parasites multicellulaires qui ont un impact énorme en santé publique dans les pays en voie de développement, en particulier il s'agisse des filarioses lymphatiques comme Wuchereria bancrofti par exemple, qui donnent, en fait, ces filaires ont un cycle de développement dans l'homme, chez l'homme, et vont en fait se développer dans le système lymphatique et bloquer le fonctionnement des systèmes lymphatiques, ce qui fait que les patients ont ces lymphœdèmes éventuellement énormes si les choses ne sont pas prises en compte assez tôt, qui sont quasiment irréversibles. Puis il y a ce qu'on appelle les filarioses dermiques, en particulier une très très importante qui est l'onchocercose, Onchocerca volvulus. Ces filaires finalement s'établissent chez l'homme, pondent des microfilaires qui recirculent en permanence et ces microfilaires vont aller se localiser dans des organes cibles, en particulier ici dans le cas de l'onchocercose dans l'œil, générer une réponse inflammatoire, détruire l'œil et c'est en gros avec le trachome la première cause de cécité telle qu'on la voit actuellement dans les pays en voie de développement. Vous imaginez bien que cette cornée détruite, il y a peu de chance, à moins d'une greffe, qu'elle puisse reprendre un aspect normal. Donc tout ça est transmis bien entendu par des vecteurs insectes. Le mâle et la femelle vont copuler, produire pour la femelle des microfilaires qui vont circuler, aller se localiser dans les organes cibles, et puis au moment de leur passage dans le sang, ça peut être le jour, ça peut être la nuit, ça dépend des parasites, être prises bien entendu par le moustique vecteur, l'arthropode vecteur, et aller être transférées, dans ce cas-là c'est souvent la simuli, par donc un autre individu. Et donc la grande surprise, je dirais pour moi, bon, ça a été découvert à certains endroits, mais j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années quand je faisais partie du comité scientifique de l'Institut Bernhard North à Hambourg, où il y a un des grands groupes en Europe qui travaille sur les filaires. C'est que ces gens se soient aperçus qu'effectivement ces filaires, en particulier Onchocerca volvulus, l'onchocercose, et Wuchereria bancrofti, la filaire lymphatique, étaient toutes sujettes à des processus endosymbiotiques par Wolbachia. Et lorsqu'on faisait une analyse de microscopie simple ou éventuellement électronique, on s'apercevait que le tégument de ces filaires était très riche en micro-organismes qui sont avérés, bien entendu, avec des sondes moléculaires, être concernés ou consister en Wolbachia. Donc les Wolbachia parasitent ces nématodes. Elles sont différentes dans leur comportement, c'est ce que je vous ai écrit ici, par rapport à la façon dont elles parasitent les arthropodes, en particulier les insectes, tels qu'on a parlé, la drosophile ou certains moustiques, dans trois domaines qui veulent dire finalement peut-être la coévolution a été différente. Tout d'abord, l'efficacité de transmission verticale est bien supérieure chez les nématodes, il n'y a pas de perte, ça passe et ils sont toujours infectés. Chez les arthropodes, on a souvent des pertes d'association. Ce n'est pas un événement rare, comme je vous l'ai mis ici. La fréquence d'événements de transmission horizontale est bien plus élevée, c'est-à-dire que non seulement il y a une transmission verticale telle qu'on l'a décrite, mais il y a aussi la possibilité que si pour une raison ou pour une autre, une filaire n'est pas soumise à la symbiose, elle acquiert le micro-organisme par transmission horizontale, ce qui est finalement, il vaut mieux avoir de sécurité qu'une, si c'est dans ce cas-là probablement très efficace. Et la multiplicité des souches infectieuses chez les arthropodes, il y a une vraie promiscuité avec des passages d'un à l'autre, alors que les associations chez les vers, chez les filaires en l'occurrence, sont très stables et très dédiées en termes d'espèces. Donc l'ensemble de ces observations et un moindre impact sur la physiologie du nématode que sur celle de l'arthropode, mais néanmoins il y a quelque chose qui se passe et ce que les chercheurs ont essayé de voir, c'est
quel était finalement le rôle de cette endosymbiose des filaires par le micro-organisme Wolbachia. Et c'est pour vous montrer quand même que des travaux qui finalement peuvent paraître un peu fondamentaux ou un peu farfelus parfois en termes de taxonomie, de phylogénie, de coévolution, peuvent aboutir à des implications médicales extrêmement importantes. Et je les ai résumées ici sur cette diapositive. Si vous traitez pendant 6 semaines par la doxycycline un patient infecté par Onchocerca volvulus, donc vous vous souvenez la cécité, vous déplétez les bactéries parasites de la filaire avec pour conséquence blocage de l'embryogénèse et une diminution soutenue, puisqu'on teste l'efficacité des thérapeutiques, dans ces cas-là sur la microfilarémie, c'est-à-dire sur la quantité de filaire dans une unité de volume de sang, qui persiste pendant 2 ans après l'arrêt du traitement. C'est-à-dire qu'on arrive, grâce à l'utilisation de cet antibiotique, tout bête, en déparasitant, entre guillemets, en supprimant le symbiote, ou le symbionte, à permettre finalement de contrôler le développement du cycle parasitaire chez l'individu. Et donc les traitements à l'heure actuelle, en fait, qui ont été confirmés chez Wucheria bancrofti, comportent à la fois l'ivermectine, qui est un médicament antiparasitaire classique, systématiquement maintenant associé à la tétracycline, de manière à éradiquer ce micro-organisme. Et c'est vraiment l'approche qui a été prise, en sachant que je vous parlais de cécité tout à l'heure et de réaction inflammatoire qui va détruire la cornée. Une grosse partie, et c'est basé sur des travaux que j'ai référencés ici, de cette réaction inflammatoire qui est causée par la microfilaire lorsqu'elle envahit un certain nombre d'organes, dont l'œil, n'est pas liée finalement à une réponse inflammatoire au parasite lui-même, mais une réponse inflammatoire aux lipopolysaccharides et probablement à d'autres éléments. Je ne suis pas surpris que le peptidoglycane soit aussi impliqué, donc aux éléments microbiens qui parasitent le parasite en question, c'est-à-dire la filaire. Donc vous voyez que ça va même plus loin que le simple avantage sélectif pour le micro-organisme, pour le parasite, sa reproduction et autres. Ça va jusqu'à être l'élément moteur de la réponse inflammatoire et de la pathogénicité de ces parasites qui s'en passeraient peut-être bien parce que leur fonction habituellement c'est plutôt de se faire oublier par l'hôte et de pouvoir pondre et se reproduire efficacement. Donc je termine là-dessus. On reverra ultérieurement, peut-être à la lumière des quelques exemples et des quelques modèles et perspectives que je vous ai donnés, le fait que de plus en plus on considère que l'homme ou les mammifères supérieurs ne sont plus à prendre en considération simplement comme un génome humain ou un génome de bonobo ou un génome de chien, mais comme un hologénome qui comporte à la fois le génome eucaryote proprement dit et l'ensemble du génome, ce qu'on appelle le métagénome des micro-organismes qui le colonisent. Alors ces théories portent des noms différents. Il y a la théorie de l'hologénome dont je viens de parler, il y a la théorie du superorganisme, c'est-à-dire qu'on est plus que ce qu'on est en tant qu'eucaryote grâce à nos flores microbiennes. Et ce concept s'est maintenant véritablement concrétisé, en particulier aux États-Unis et en Europe, en association avec pays asiatiques, avec l'Australie, sous forme de consortium. Il y a le US NIH Roadmap Initiative, qui est le Human Microbiome Project, qui consiste maintenant avec les méthodes et les capacités de séquençage en masse qui sont disponibles, à faire véritablement le bilan de ces flores sur l'ensemble de leur génome et de commencer, ce sera le travail pour les générations suivantes, à faire du sens, parce qu'accumuler des données, accumuler des séquences, c'est bien, mais ensuite il va falloir mettre tout ça sous un angle de fonction et j'insiste finalement sur les éléments précédents, parce que c'est peut-être sur ces exemples concret de ce qui s'est développé dans la nature qu'on pourra essayer d'orienter un petit peu mieux la réflexion quand on disposera de toutes ces données. Donc ma diapo de conclusion, c'est que l'étude des processus symbiotiques, comme je le disais au début, faisant suite à l'étude des processus pathogéniques, est un exemple, à mon avis, parfait de biologie systémique qui intègre l'étude moléculaire et cellulaire d'interaction entre finalement les 3 grands domaines de la vie,
Le développement de cette science est encore à ses débuts, mais elle apparaît pour moi très, très prometteuse. Il est possible qu'elle révolutionne un certain nombre d'éléments ou de faits qu'on considérait comme acquis. Le rôle de la flore intestinale, j'y reviens, chez l'homme, sur la nutrition, sur le métabolisme, son rôle dans la possibilité de déclencher de l'obésité, du diabète, tout ça sont des choses qui, il y a encore 4 ans, 5 ans, 6 ans, paraissaient totalement absurdes et éventuellement ridicules, et qui, peu à peu, sont à prendre en considération, car, encore une fois, ce n'est pas à nous de décider ce que la nature, dans sa logique, a pu développer depuis, comme on l'a vu pour certaines de ces interactions, des millions d'années.